Eh bien, on est parti. On a ouvert la porte du webinaire, donc on vous laisse prendre place derrière vos PC dans la salle virtuelle. Et on va attendre quelques instants, là, effectivement, tout le monde arrive. C'est bon, le nombre de participants est en train de monter. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Ok. Je vois quelques noms familiers. Pareil, je suis en train de regarder. Qui monte sur la scène, qui rentre dans la salle. Qui rentre dans la salle. Allez-y, prenez place, hein. On se laisse quelques instants, là, enfin quelques minutes, effectivement, que tout le monde arrive. Tout le monde s'installe et on va démarrer ensuite. Ça monte tranquillement. C'est ça, Grégory? On a 200 personnes pour l'instant? 8000 on attendait, je crois, au repos. Après. Ok. Ah, on est figé là sur le chiffre. On va attendre un petit peu encore. Merci à tous en tout cas d'être avec nous ce matin. Attendez, clac. Donc au cours de la présentation là qu'on va vous faire, donc avec Angel et Grégory que je vais vous présenter du coup. Vous aurez l'occasion, enfin vous aurez la possibilité de poser des questions. Là, ce qu'on vous demande, c'est effectivement d'utiliser le chat là, pour poser vos questions. Donc, vous avez un bouton à droite en bas qui s'appelle Tout le monde, hein, sur lequel vous pouvez poser vos questions. On les compile. Et puis à la fin, la possibilité effectivement, enfin oui, les questions seront traitées à la fin. Vous pouvez mettre vos noms, vos prénoms sur les questions, il n'y a pas de problème. Et on les traitera à la fin. Moi, pendant l'intervention, je vais aussi poser quelques questions pour interagir au gré des discussions. Et l'idée, c'est effectivement d'ouvrir le livre sur tout ce qui est crédit impôt recherche, et puis de vous donner des bonnes pratiques, des tips, de partager des expériences aussi de ce qu'on a vécu tous les trois avec nos clients. Ça, c'est intéressant pour qu'effectivement, derrière, vous puissiez vous articuler et outiller correctement le sujet du crédit impôt recherche. Donc, écoutez, le chiffre a bien monté, ça progresse bien. Bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ok, tac, tac, tac. Je laisse encore aller 2 minutes et puis on va démarrer. Ok, tac, tac, tac. Bon, je vois qu'on a une bonne couverture nationale. Là, je vois effectivement il y a des gens de la région lyonnaise, il y a des gens qui sont plutôt dans l'ouest. Donc, bonjour à tous. C'est bien, tu meubles bien, Gaël. Hein, Ah, écoute, je voulais t'aider, mais je te laisse te débrouiller. je m'entraîne pour mon futur métier, présentateur télé. Cela dit, Nico, tu as du souci à se faire. ouais. Non, mais c'est un vrai sujet en plus chez nous, ça, les médias, notamment sur l'innovation. Donc c'est pour ça, effectivement, je commence à m'entraîner. C'est un vrai sujet. Moi, je suis plutôt influenceur LinkedIn. Chacun son truc. Ouais, exactement. Ah, je vois aussi des personnes de Grenoble qui nous ont rejoints. Bonjour Patricia, qui se reconnaîtra. Ok, tac, tac, tac. Je ne connais pas tout le monde non plus. Bon, 17 participants, là, c'est en train de monter. On en attend encore quelques-uns, parce que la cible est plus haute, mais ça arrive, ça arrive bien. Là. Ça arrive bien. Parce que je vous propose, là, effectivement, il est 11h05, donc on va commencer ce webinaire. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un retour d'expérience sur tout ce qui est crédit impôt recherche. Donc, le crédit impôt recherche, qui est effectivement aujourd'hui un dispositif qui permet aux entreprises de récupérer une partie de leurs dépenses via un processus de défiscalisation du temps passé et de le réinjecter effectivement dans leurs entreprises, dans leur société.
Donc pour ce faire, on accueille Grégory Beaugras, donc du cabinet Origali, donc cabinet en financement de l'innovation, enfin conseil en financement de l'innovation, donc qui intervient sur des périmètres de crédit impôt recherche, des périmètres de crédit impôt innovation et jeunes entreprises innovantes, puisqu'il existe plusieurs dispositifs. Et on va bien repréciser ce qu'est le crédit impôt recherche, effectivement, parmi tous ces dispositifs. Et puis, les deuxième invité, donc Angel, de la société Grizzly. Grizzly est en fait un éditeur d'une solution SaaS qui propose une solution maligne et agile pour effectivement encapsuler le crédit impôt recherche et venir mesurer le temps passé en entreprise sur ce sujet de crédit impôt recherche. Voilà pour nos deux intervenants qui sont effectivement complémentaires. En introduction, ce que je souhaitais vous rappeler, c'est qu'effectivement le marché du crédit impôt recherche en France, c'est à peu près 6 milliards d'euros. Donc on est quand même sur un marché relativement important. Ça représente, pour vous le situer, à peu près 3/5 des dépenses de l'État, enfin des remboursements que fait l'État sur les aides publiques à l'innovation. Voilà, ça c'est dans les grandes masses. Le crédit impôt recherche, ça couvre uniquement le périmètre de tout ce qui est dépenses R&D. Donc, on verra avec Grégory ce que l'on met derrière R&D, parce qu'effectivement, on a souvent tendance à dire que le crédit impôt recherche vient couvrir des dépenses d'innovation. Alors, c'est faux et vrai en partie, mais Grégory nous mettra effectivement la limite et où se situe la limite entre ce crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation qui, lui, couvre plutôt la partie innovation. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, derrière, lorsqu'il y a des contrôles, il faut faire attention au retoquage éventuel d'avoir mélangé les genres. Donc, on précisera exactement ce qu'est le crédit impôt recherche. Et puis après, deuxième partie qu'on va évoquer tous les trois, c'est le mode opératoire. C'est-à-dire que le crédit impôt recherche, c'est quelque chose qui peut-être au premier abord peut sembler assez simple à mettre en œuvre avec des dispositifs digitaux via les sites de l'État, la Directe, etc. Enfin, il y a tout un tas de processus pour aller chercher des CERFA et déclarer le temps passé. Pour autant, c'est quand même un sujet assez précis qui est très réglementé. Donc, il y a beaucoup d'anticipation à avoir effectivement sur ce sujet du crédit impôt recherche et aller chercher beaucoup d'informations en amont pour savoir comment effectivement on va l'adresser et comment est-ce qu'on va l'opérer dans son entreprise. Ensuite, il y a une phase de run assez importante avec la gestion du crédit impôt recherche. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mes conseils et une fois que j'ai toute ma gouvernance autour du crédit impôt recherche, comment je vais l'orchestrer dans mon entreprise? Quels sont les outils qui sont mis à ma disposition par le marché, notamment par des éditeurs comme Grizzly, pour me permettre de faire les choses correctement, de faire les choses dans un délai qui soit maîtrisé, et puis surtout derrière de pouvoir en justifier. Ça, c'est très important, cette notion de justification. On l'abordera aussi parce qu'on a tous ici des cas d'école, d'entreprise qui, devant justifier le crédit impôt recherche, passent beaucoup de temps, perdent beaucoup de temps et perdent aussi beaucoup d'argent au final pour justifier des choses qui souvent sont faites correctement, mais qui n'ont été pas forcément bien outillées. Et puis le dernier pavé, qui est aussi un pavé important et qui est un pavé aussi qu'on minore souvent quand on est dirigeant, c'est qu'on a fait correctement les choses, on a bien anticipé, on a bien outillé effectivement son dispositif autour du crédit impôt recherche, et à un moment donné, il faut aller recouvrir les sommes. Et recouvrir les sommes, même si ça peut sembler simple, logique, et automatique, c'est pas pour autant effectivement qu'on va recouvrir dans les délais impartis. Et le fait de ne pas recouvrir dans les délais impartis, ça peut avoir des impacts assez importants sur la vie de l'entreprise, sur la trésor, sur les équipes et sur le moral des dirigeants. Ça, c'est aussi des choses qu'on va vous partager. On a aussi des retours d'expérience d'entreprises qui ont été mises en difficulté parce qu'effectivement, le recouvrement n'est pas si simple que ça et c'est aussi quelque chose qui s'anticipe. Pour traiter ces sujets-là, ce que je vous propose, c'est effectivement de laisser la main donc à Grégory du cabinet Origali, donc un cabinet en conseil autour du financement de l'innovation, qui va nous expliquer ces sujets, qui va dérouler effectivement sa vision sur ces sujets-là et vous donner de l'éclairage. Grégory, je te laisse te présenter et prendre la main. Merci Gaël. Donc enchanté, merci à tout le monde d'être présent. L'idée pour ma partie, c'est de vous expliquer comment sécuriser sa déclaration CIR et réussir son contrôle fiscal. Je vais vous donner quelques tips, bien sûr, quelques bonnes pratiques, que vous y ayez déjà déclaré ou que ce soit une première déclaration. On a découpé cette partie-là en 5 points qu'on a estimé être importants.
Déjà, l'anticipation. Anticiper, ça vous permet quoi? Déjà, hormis le crédit impôt recherche, hein, ça vous permet déjà de maîtriser votre budget, savoir que vous avez des projets qui vont potentiellement être éligibles à un dispositif, que ce soit de la subvention ou en amont donc du projet ou du crédit d'impôt recherche, crédit impôt innovation qui viendront en aval. C'est important d'anticiper pour maîtriser ses budgets. C'est également utile pour les appels d'offres ou les consultations. Par exemple, demain, vous avez un donneur d'ordre qui ouvre une consultation. Si vous savez que le projet sur lequel vous allez travailler, vous allez répondre en espérant que vous le gagnez, est éligible à un dispositif type innovation ou R&D, c'est bien de savoir en amont que vous pourrez bénéficier de crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation, ce qui vous permettra d'améliorer votre rentabilité et donc quelque part d'être plus compétitif et donc peut-être d'arracher le marché parce que ça vous permettra d'être plus compétitif, de conserver un minimum de marge et de vous dire je vais travailler sur cette techno, ça me permettra de grandir, ça me financera la techno et je pourrai la revendre à d'autres clients. Donc voilà, ça peut être très utile. Anticiper, c'est important également pour mettre en évidence les verrous à lever et je vais approfondir ce point un peu plus tard également parce que vous allez anticiper les problèmes que vous allez rencontrer. Vous allez regarder dans l'état de l'art ce qui existe, est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui existent déjà, histoire de ne pas tout réinventer, et peut-être qu'il y a déjà des solutions que vous pouvez réexploiter. Anticiper, ça permet également de pallier aux éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer dans le cadre de départ de collaborateurs, et on a le cas avec un client en ce moment justement qui a un contrôle fiscal et suite au départ d'un collaborateur, n'a plus la matière grise de l'époque, n'a pas assez de documents techniques pour justifier son crédit d'impôt. C'est assez compliqué. On peut gérer, mais c'est toujours plus confort de ne pas avoir à réaliser des travaux d'archéologie préventive. La collecte, l'idée c'est de collecter suffisamment tôt et en temps réel des informations ou des preuves qui permettraient en fait de constituer un dossier justificatif béton. Et j'entends par dossier justificatif un dossier technico-économique, technico-fiscal, qui permet de répondre à l'administration d'un point de vue scientifique et d'un point de vue calcul. La partie calcul, c'est pas un point qu'on va aborder aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est plus la partie scientifique. Et on va y regrouper, on va collecter toutes les références bibliographiques. Je vous parlais d'anticiper l'état de l'art. L'idée, c'est d'avoir des règles bibliographiques dans le cas, par exemple, du crédit impôt recherche, donc de la R&D. Collecter tous les cahiers des charges, les spécifications, la documentation technique, par exemple des rapports d'essai, des tableaux, des graphiques, des modèles CAO, peu importe, mais quelque chose qui va nous montrer qu'il y a de la matière. Également, par exemple, ça permet de justifier que le projet a commencé à peu près à telle date et s'est terminé à peu près à une autre date et on a l'amplitude du projet en termes de calendrier. Les analyses fonctionnelles du produit, c'est intéressant. C'est notamment intéressant dans la partie crédit impôt innovation, puisque dans l'innovation, on va plutôt mettre en avant les performances, l'éco-conception ou l'ergonomie. Les présentations commerciales, ça peut être utile pour le crédit impôt innovation. Qu'est-ce qui fait que quand vous vendez un produit, vous mettez en avant, enfin, quelle qualité vous mettez en avant quand vous vendez un produit? C'est pas uniquement une question de tarif. Il y a normalement des spécificités techniques. Des exemples également de ce qui se passe chez les concurrents et tout ce qui touche à la partie RH, donc les CV ou les diplômes. Ça, c'est peut-être une évidence pour certains, mais je sais qu'au moment de la déclaration, les services RH n'ont pas toujours ces infos-là. Très important également, attention au plagiat, on le répète jamais assez, la tentation est forte. En revanche, si vous êtes pris, l'administration a des outils pour vérifier ces points-là. La constitution, donc on va commencer à constituer son dossier justificatif, et donc déjà, faut savoir qu'il faut le faire en amont. Parce que l'objectif, comme je vous disais, c'est pas de buter sur un problème dont la solution existerait déjà, c'est plutôt de voir s'il n'y a pas une solution qui existe à droite à gauche qu'on pourrait exploiter. Il se peut que cette solution n'existe pas pleinement, mais qu'il y ait un embryon de solution qui fonctionne très bien dans d'autres thématiques, dans d'autres sujets, mais qui ne correspondent pas à vos conditions, par exemple de température, de pression, de résistance des matériaux, de qualité ou de performance. Et donc, il faudra peut-être soit utiliser ce qui existe déjà et l'améliorer,
soit développer votre propre solution. Et donc, comment on fait? Eh ben, il faut savoir qu'un des critères du CIR, c'est la planification, et notamment sur 2 plans. Donc, collecte des données existantes sur le sujet, état de l'art, recherche de solutions, et également essayer de résoudre le problème. Et on va collecter toutes ces infos pour les inclure dans le dossier justificatif. Le suivi, donc il faut suivre ces temps. Là, je vais vous citer un paragraphe du BOFIP, donc le bulletin officiel des impôts, grosso modo. Les entreprises doivent pouvoir établir avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue. Ça veut tout et rien dire. Donc, ce qu'il faut savoir, quand même, mine de rien, c'est pas de forfait. On ne peut pas dire j'ai passé 3 mois sur le projet. Ça ne fonctionne pas. Et il faut de la précision et de la rigueur. Comment on fait? Idéalement, il faut un découpage au moins à la demi-journée sur un minimum de sous-projets. Donc, l'idée, si vous voulez, je vous donne une petite astuce, c'est que même si on n'a pas identifié en amont les opérations de R&D, si on identifie des tâches sur l'entité élémentaire, on pourra toujours identifier des opérations plus tard, parce qu'on aura une organisation sous-projet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, on pouvait raisonner par thématique ou par projet. Il vaut mieux aujourd'hui raisonner en sous-projet. L'administration préfère ce découpage intellectuel. Si ce n'est pas mis en place, parce que c'est potentiellement une première déclaration, vous avez le droit de déclarer du crédit d'impôt. On va reconstituer a posteriori ces informations-là et cette structure. Et on va expliquer à l'administration qu'on fera mieux pour les années suivantes, puisqu'on vient de découvrir le crédit d'impôt, on vient de découvrir qu'on est éligible. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas être parfait. En revanche, vous n'avez pas le droit de vous enliser et de vous satisfaire de ce que vous faites. Il faut améliorer les choses. C'est une démarche qualité comme une autre. Et la justification, donc, on va regrouper tout ça dans un dossier technique justificatif, comme je vous disais, et il doit être anticipé. Anticipé notamment pour certaines déclarations. Quand c'est la première fois que vous déclarez, clairement, l'administration vous demandera le dossier justificatif. Qui vous êtes, pourquoi, comment, combien, pourquoi je vous donnerai de l'argent. Donc déjà, première fois que vous déclarez, il faut fournir le dossier justificatif. Et quand ça fait plusieurs années que vous n'avez pas déclaré de crédit d'impôt, l'État vous dira qu'est-ce qui se passe, pourquoi maintenant. Donc il faudra remettre un dossier justificatif au moment de la déclaration. Spécificité, si l'entreprise a moins de 2 ans, vous aurez 1, voire 2 dossiers justificatifs à remettre en fonction de combien de déclarations vous réalisez. Qu'est-ce qu'on met dans ce dossier justificatif? On avait beaucoup d'informations brutes. On va avoir une fiche par projet. En tout cas, une fiche par opération de R&D, pour être plus exact. Et donc, une opération de R&D, ça va être quoi? Ça va être 5 à 10 pages maximum. Au-delà, ce sont les annexes. Donc 5 à 10 pages plus les annexes. Vous pouvez avoir 60 pages d'annexes si vous le souhaitez. C'est pas la peine non plus d'en mettre 60 entre nous, mais ça va dépendre bien sûr de la volumétrie. Plus vous aurez d'heures à justifier, plus vous aurez de montants à justifier, plus il vous faudra d'annexes pour prouver que vous avez passé du temps sur ces sujets, que ça a été complexe. Et je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on réalise des regroupements thématiques ou est-ce qu'on travaille projet par projet? Donc cette époque, elle est terminée. Maintenant, il faut raisonner en opération de R&D ou d'innovation. Et donc là, vous avez un graphique, en fait, une représentation d'une proposition du ministère de la Recherche. Donc je ne l'ai pas inventé, hein, c'est dans le guide du CIR. Vous allez avoir 3 projets et des sous-projets. Une opération de R&D peut être transverse à travers les différents projets, sous-projet 1, sous-projet 1, sous-projet 1, au sein de différents projets, et également verticale au sein d'un même projet. On peut passer du sous-projet 3, 4, 5 jusqu'au sous-projet P dans le projet 3, ou on peut être uniquement localisé au sein d'un sous-projet. Idem pour l'innovation, vous aurez la même structure pour l'innovation. La seule subtilité, c'est que une opération de R&D ne peut pas être simultanée à une opération d'innovation. Ou en tout cas, 1 euro de dépense ne peut pas être financé 2 fois. Donc ça, c'est très important à avoir en tête.
Et une opération de R&D peut aboutir au bout d'un an ou deux à une opération d'innovation. Et réciproquement, une opération d'innovation peut aboutir à une opération de R&D, puisqu'à un moment, vous allez buter sur quelque chose de beaucoup plus fort. Vous avez envie de monter en puissance sur ces sujets-là. Et là, ça va nécessiter de se battre face à des publications de thèses, des brevets et autres. Voilà l'idée. Grégory, je me permets une question parce que j'en ai parlé en introduction. Où est-ce qu'on met la frontière entre R&D et innovation quand on est dirigeant et qu'on est voilà, on fait de la R&D, en même temps on se dit qu'on est innovant, qu'on fait les choses différemment. C'est quoi la frontière entre les deux mondes? Qu'est-ce qui justifie qu'on est d'un côté ou de l'autre? Ok. En gros, concrètement, pour caricaturer, pour simplifier au maximum, en R&D, on va parler de docteurs, chercheurs, ingénieurs, voire techniciens. En innovation, on va parler d'ingénieurs, de techniciens ou de sans diplôme, ou même de commerciaux, d'ingénieurs d'affaires, de technico-commerciaux, ou parfois du marketing. D'un côté, en R&D, on va se baser on va se battre par rapport à des brevets, des publications de thèse, des verrous techniques et scientifiques, plutôt scientifiques, versus en innovation, on va se battre par rapport à des concurrents qui auraient déjà sorti des solutions sur le marché, et on va plutôt, sur l'innovation, parler d'éco-conception, d'ergonomie, d'amélioration des performances. En termes de temps passé, pour l'innovation, on va parler de plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour la R&D, si vous avez passé 3 mois sur un projet de R&D, c'est pas très crédible. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Maintenant, en R&D, on va parler de recherche fondamentale, recherche appliquée ou développement expérimental versus l'innovation. Dans tous les cas, on va parler vraiment d'un point de vue technique et scientifique, parce que vous pouvez très bien avoir la meilleure idée du monde. Je prends souvent cet exemple de toilettage pour chiens et chats à domicile. C'est juste une innovation de service, il n'y a rien de technique. Si maintenant vous me dites que vous avez développé de nouveaux produits, travaillé sur de la formulation respectueux de l'environnement, du bien-être animal et autres, et qu'en plus on travaille un peu comme pour les voitures en nettoyage à sec, on peut être sur l'innovation, voire de la R&D. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, c'est très bien, c'est très bien. Effectivement, la frontière est, ouais, la perception après, elle peut être dirigeant par dirigeant assez différente. Donc c'est assez, je pense, assez important voilà, d'avoir une gouvernance là-dessus et d'être aiguillé, éclairé par des personnes en externe, effectivement, comme vous. Voilà. Et on est là pour ça aussi. Voilà. Ok. Très bien, merci beaucoup Grégory pour cette partie que moi je qualifie plus de gouvernance. Effectivement, c'est en gros quels sont les organes et quelles sont les bonnes personnes sur lesquelles je dois m'entourer pour encapsuler et travailler mon crédit impôt recherche. Après, on a un second pan du crédit impôt recherche aussi qui est très important, c'est la partie pilotage. Effectivement, autant les cabinets conseils en innovation comme Aurigali, effectivement, vous accompagnent dans la gouvernance, autant sur le pilotage, il existe aussi des outils qui permettent effectivement d'appliquer les bonnes pratiques, de suivre et puis surtout de pouvoir tracer. Et dans ces outils de pilotage, on accueille du coup la société Grizzly avec Angel. Donc Grizzly, c'est un éditeur logiciel en mode SaaS, une solution maligne qui permet effectivement le suivi des temps avec tous les bénéfices que ça peut avoir. Je laisse la main du coup à Angel qui va nous expliquer qui est Grizzly, qui va nous expliquer comment les clients utilisent Grizzly, et puis nous partager effectivement des choses très opérationnelles sur l'outil qu'il propose aujourd'hui aux entreprises. Bonjour Angel. Ah, tu as ton micro coupé, je pense, on t'entend pas. Grégory, t'entends? Non, j'entends pas Angèle, non. Ah, un petit problème technique qu'on va régler. Vas-y. Non. Ah, toujours pas. 1, 2. Ah, c'est bon. C'est bon? Si. C'est bon, ouais. Bon, on a fait une répétition avant, on était super bien calés, mais sur le direct, voilà, on vous montre qu'on est excuses. Pas de souci. Merci Angel, vas-y, tu peux y aller. Voilà. Toutes mes excuses. Du coup, je suis Angel, je suis chargée de clientèle chez Grizzly depuis quelques mois maintenant. Donc l'idée, c'est que je vous présente un petit peu Grizzly, ce qu'on fait dans le cadre du suivi des temps pour le CIR. Donc on a Grizzly, comme Gaël, tu l'as dit, on a un logiciel SaaS. On a été créé il y a 5 ans pour faciliter la saisie de temps pour les collaboratrices et les collaborateurs.
On a plusieurs cas d'usage. On peut piloter des budgets, piloter des temps sur Grizzly, mais là, je vais vous présenter vraiment sur le suivi des temps CIR. Pour la petite histoire, notre premier client, il est venu chez nous parce qu'il a un contrôle fiscal qui s'était mal déroulé. Il était un peu en difficulté. Grizzly l'a aidé à récupérer du crédit. Et maintenant, c'est un client qui va très bien, qui a passé le cap. Voilà, donc c'est une belle histoire. Sur du coup la présentation de Grizzly, on commence par la structure d'un projet. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on a ici donc un projet sur Grizzly. Comme vous avez pu le voir sur le graphique de Grégory de l'administration, il est préférable de créer des projets avec des sous-tâches, des groupes de tâches, et d'y apposer des tags, on va dire, R&D, CIR, etc. Donc là, vous avez sur ce projet, vous avez 2 groupes de tâches, un groupe de tâches prototype. À l'intérieur, vous avez 2 tâches qui sont taguées CIR. Vous avez ensuite une autre tâche sur le même projet qui s'appelle Spec, avec 2 tâches process et produits qui ne sont pas taguées CIR, donc c'est un suivi des temps simple, mais une tâche Spec qui est taguée CIR. Donc ce qui est important là, c'est comme vous pouvez le voir sur le graphique de Grégory, vous avez un projet et à l'intérieur de ce projet, vous avez des tâches qui sont de la R&D et d'autres qui ne sont pas de la R&D. Cette finesse, vous pouvez la créer et vous pouvez en discuter avec votre cabinet de conseil. Donc tout est assez modulable, c'est à vous de créer votre propre projet et votre propre finesse en fonction du suivi des temps dont vous avez besoin. Sur la création des tags et des équipes, ce sont des tags, comme vous pouvez le voir, en vert et en orange sur les tâches qui sont créées dans la partie administration. Donc c'est des champs libres, vous pouvez créer ce que vous voulez et venir les apposer sur le projet, sur les tâches ou sur les groupes de tâches. Ça va permettre ensuite à l'export d'analyser en fonction de ces tags-là. Voilà, pour la structure du projet. Une fois le projet créé, vos collaboratrices et vos collaborateurs vont pouvoir saisir du temps dessus et je vais vous montrer comment. Il y a plusieurs façons chez Grizzly de saisir son temps. La première, c'est directement sur le web, sur notre plateforme web. Donc dans la vue Mes temps, vous allez pouvoir ajouter une saisie. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous choisissez votre projet. Vous choisissez ensuite votre tâche, votre durée. Donc là, pareil, la granularité, elle est à définir en amont. Donc vous pouvez saisir en heures, en journée ou en pourcentage. À savoir que sur la saisie en heure, on a une granularité à 15 minutes, à partir de 15 minutes. Et vous pouvez ensuite y apposer un commentaire. Ça, c'est sur la partie saisie des temps sur le web. C'est pas la partie la plus facile parce qu'on oublie un petit peu en fin de journée d'aller sur la plateforme et saisir ses temps. C'est un peu chronophage, donc on a créé des ponts sur Teams et sur Slack. Donc vous pouvez choisir d'être sur Slack ou sur Teams en fonction de l'outil que vous avez dans votre équipe. Et donc, Grizzly va venir intervenir directement sur Slack et sur Teams pour vous demander de saisir votre temps. Vous avez des alertes qui sont paramétrables sur la plateforme web, donc vous pouvez choisir de recevoir une alerte, par exemple, tous les jours à 17h ou tous les jours à 19h, et vous allez avoir une petite pop-up qui va vous dire « Bonjour toi, n'oublie pas de saisir tes temps ». Et c'est assez facile, assez ludique, ça prend vraiment 2 petites minutes. Moi, je le fais tous les jours, c'est vraiment rapide et facile. Et ça permet d'être un peu plus ludique que de devoir se connecter tous les jours sur une plateforme web. À savoir aussi que si vous avez Slack ou Teams sur votre téléphone comme moi, vous pouvez aussi, si vous avez oublié au travail de saisir vos temps, le faire sur votre téléphone à la maison tranquillement. Ça, c'est plutôt malin, effectivement, de s'intégrer dans les outils collaboratifs, là, effectivement, des vidéos collaborateurs, d'aller sur une app spécifique ou une page spécifique. Et du coup, les clients que vous équipez aujourd'hui, jusqu'avant, ils utilisaient quoi? C'était du bâtonnage, de l'Excel? C'est quoi souvent le plus... C'était surtout de l'Excel. Soit il n'y avait pas de suivi des temps, soit c'était de l'Excel, c'était des tableaux Excel, c'était un peu chronophage. Sinon, il y avait d'anciens outils qui n'étaient pas très ergonomiques non plus. Là, le but de Grizzly, c'est vraiment de rendre quelque chose qui est chronophage, de le rendre le plus agréable possible et le plus sympa possible. Voilà. C'est vrai que d'aller loger dans les outils collaboratifs, c'est bien vu, effectivement. C'est hyper fonctionnel, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Donc ça, c'est pour
pour la saisie des temps. Donc Teams si vous avez Teams et Slack si vous avez Slack. Ensuite, sur la partie export, donc une fois que vous avez toute cette donnée, une fois que tous vos collaboratrices et collaborateurs ont saisi leur temps, qu'est-ce que vous faites de tous ces temps-là? Donc vous pouvez les exporter et ça va vous permettre d'avoir une analyse par projet, par tâche, par équipe si vous avez créé des équipes dans Grizzly, par collaborateur ou par tag. Donc c'est vraiment on vous fournit la donnée brute, l'Excel brut, et vous pouvez ensuite soit donner cet export à votre cabinet de conseil, soit créer des tableaux croisés dynamiques que vous pouvez partager aussi avec votre cabinet de conseil et monter ensuite votre dossier CIR grâce à ces exports-là. À savoir qu'on a mis des petits garde-fous dans Grizzly pour faciliter la saisie des temps et surtout l'analyse. Par exemple, on a la gestion des absences. Donc, vous pouvez assigner des absences sur les jours fériés à toute votre équipe d'un seul coup, saisir des absences en masse. Vos collaborateurs peuvent mettre des absences aussi sur leurs congés. Ça va leur permettre d'éviter de saisir sur ces jours-là et de se faire rattraper ensuite. Vous avez aussi le rythme de travail. Vous pouvez dire que, je sais pas moi, Michel travaille de 8h à midi et de 14h à 17h et il ne pourra pas saisir plus que ses horaires de travail. Vous pouvez activer la limitation de saisie. Ça vous permet de ne pas vous faire attraper en cas de contrôle. Voilà pour moi. Merci beaucoup Angel. Là, j'ai une question, mais du coup je la poserai après là, effectivement. Et puis c'est en rebond aussi à une question qui a été posée là parmi les participants, mais je vous remercie d'ailleurs. Vous pouvez vous poser vos questions dans l'onglet questions. Effectivement, c'est un outil malin qui permet d'éviter de faire des erreurs et surtout de se justifier le moment venu, puisque l'administration fiscale a le droit de vous demander comment vous avez déclaré votre CIR. Donc en conclusion, effectivement, sur ce webinaire, moi ce que je retiens avec ces deux participants, effectivement, un plutôt sur la gouvernance et l'autre plutôt sur le pilotage et comment on opérationnalise tout ça, comment on s'outille, c'est qu'effectivement, il faut savoir s'entourer des bons acteurs. Et nous, chez Polypousse, qui accompagnons des dirigeants d'entreprises qui sont majoritairement des scale-up, on voit souvent des boîtes qui y vont seules, et puis on voit souvent des expériences douloureuses où à un moment donné, il faut justifier. On n'a pas forcément le temps de le faire, on n'a pas forcément eu les bons outils, les bonnes pratiques, et on y passe beaucoup de temps avec quelquefois des déceptions et un impact financier important. Qui quelquefois peut mettre aussi la structure en péril. Donc c'est très important de s'entourer des bons acteurs, c'est très important aussi de s'équiper des bons outils, et je pense qu'effectivement un outil comme Grizzly, c'est relativement malin, ça semble assez simple à mettre en place, et puis derrière, les équipes comme Angel vous accompagnent dans la durée, puisque le job d'Angel, c'est vraiment d'accompagner les clients aussi à travers sa casquette de Success Manager, donc ça c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement on vous met un outil, vous vous débrouillez, c'est on vous met un outil et on vous aide à l'exploiter. Donc, anticiper quelque chose effectivement d'important, son projet, crédit impôt recherche, pour savoir sur quelle voie l'orienter et qu'est-ce que l'on peut faire ou pas faire, le champ des possibles. Ça permet aussi de suivre et piloter correctement ses budgets, parce que ce que je disais en préambule, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui réinjectent le CIR dans la trésor. Enfin, la majorité des entreprises d'ailleurs réinjectent le CIR dans la trésor. Ça permet de refinancer des nouveaux projets, ça permet effectivement aussi de recruter des nouveaux collaborateurs ou de continuer à développer avec ses équipes. Donc la notion de CIR, elle a quand même un impact sur la stratégie de la boîte, sur son envergure financière et sur ses moyens derrière à accélérer aussi ses activités. Donc c'est quand même quelque chose d'hyper stratégique, et c'est en ce sens-là où on voulait effectivement vous véhiculer l'information de faites-le pas seul, premièrement, et deuxièmement, faites-le en étant outillé correctement. Et la solution Grizzly est une des solutions, en tout cas sur la partie comptage du temps, pour s'outiller correctement. Voilà. Écoutez, on arrive à la phase de questions-réponses. Merci à tous. Les participants sont tous restés, donc je vous remercie en tout cas. J'espère que vous avez trouvé de l'intérêt à échanger à partager ce moment avec nous. Côté Grizzly, côté Origali, les personnes sont on reste à votre disposition. L'idée, c'est que derrière ce webinaire, on va vous recontacter de façon individuelle pour prendre un peu la température, voir si effectivement il y a des pans exploratoires que vous voudriez investiguer, que ce soit avec Origali, que ce soit avec Grizzly ou que ce soit avec les deux, puisque ça fonctionne quand même bien ensemble. Donc ça, on se permettra de le faire dans un second temps. Dans les questions qui nous arrivent,
J'ai vu une première question qui était peut-être plus pour du coup pour Grizzly. C'est effectivement quand je mets un outil comme Grizzly en place dans mon entreprise, comment je m'assure que mes collaborateurs soient bien onboardés, comment je m'assure que mes collaborateurs utilisent correctement l'outil, quels sont les garde-fous, quelles sont les précautions, les bons tips que toi, Angel, tu vas partager avec tes clients pour s'assurer que ça adhère bien dans la boîte, quoi. Alors, déjà, pour s'assurer que ça adhère bien dans la boîte, on a une équipe de chargés de clientèle qui est plutôt efficace. Donc, on prend le temps vraiment avec nos clients de faire un premier, donc avec les administrateurs, de faire un premier rendez-vous de configuration, de les aider, nous, s'ils n'ont pas de cabinet de conseil, par exemple, à monter leurs projets, leurs tâches, etc. On peut aussi faire un rendez-vous avec les collaboratrices et les collaborateurs. Sinon, on a créé des documents, des sortes de PowerPoint, des documents PDF pour les collaboratrices et les collaborateurs en fonction des rôles des personnes, pour leur expliquer déjà pourquoi leur entreprise a mis ça en place, pour leur expliquer le but, la finalité et pour leur donner des petits tips, etc. Après, on est conscient que parfois, il peut y avoir des problèmes des gens qui sont pas vraiment très contents, qui n'ont pas envie de saisir leur temps. Donc, l'important, c'est de rester pédagogique, leur expliquer vraiment que c'est pas pour les fliquer ou autre, qu'il y a vraiment un but derrière. Nous, on rend ça le plus ludique possible. Donc, il est possible de saisir tous les jours. Il est aussi possible de saisir à chaque tâche, de réveiller son bot sur Slack et de lui dire, je veux saisir 1 heure maintenant, je veux saisir 1 heure, vous pouvez saisir plusieurs fois par jour si vous voulez. Donc voilà, on travaille aussi avec un data scientist pour mettre en place des suggestions de saisie. Donc si vous avez saisi toute la semaine sur le même projet, on va vous suggérer la même saisie. Ça vous évite de faire des recherches sur quoi saisir, etc. Très bien. Ouais, très bien. C'est important cette phase effectivement on appelle ça de l'onboarding ou de success management, et où je comprends bien la fonction pour que l'outil soit utilisé. Ouais, je complète juste quand même aussi, pour l'avoir vu de côté CIR, c'est que si ça peut être judicieux parfois de redescendre un petit peu de crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation aux équipes, soit en termes de primes, soit en termes de budget pour leur projet. Et donc, ça peut permettre de stimuler aussi, de motiver un peu plus et d'impliquer un peu plus les collaborateurs et collaboratrices pour remplir ces suivis des temps et collecter les données techniques et scientifiques à côté. En gros, tu veux du budget, il peut y avoir du CIR, on peut débloquer tout ça, mais sois rigoureux derrière. Ça peut être de bons arguments aussi. Bon, Grégory, j'en profite que tu aies pris la main là pour poser une question qui nous arrive effectivement sur le chat des questions. Je suis accompagné par un cabinet chez qui le turnover est important, donc cabinet conseil en innovation. Attends, il y a une question qui s'est affichée là. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Comment les cabinets comme Origali perçoivent les extracts de saisie d'outils comme Grizzly? Ah oui, d'accord, vas-y, prends-la. Tu la vois apparaître ou pas? Moi, je la vois. Ok, alors je pense que tout le monde doit la voir. Alors, comment les cabinets, comment ils pensent les accès d'outils comme Grizzly? Très bien, c'est génial en fait, parce que il y a deux choses. Ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez un suivi des temps comme Grizzly ou du SAP ou je ne sais quoi, au moins l'avantage c'est qu'on a un minimum on est rassuré et on sait que l'administration sera rassurée. On peut lui montrer que le fichier n'a pas été créé a posteriori et que logiquement on n'a pas créé tout ça à l'arrache à la fin. C'est important aussi d'avoir comme disait Angèle tout à l'heure, d'avoir des garde-fous et des petits outils qui permettent de caper les saisies des temps. C'est-à-dire un collab ne peut pas bosser plus de 100% de son temps, et encore, dans les 100% du temps, il y a les congés, il y a tout ça. Donc au final, il faut vraiment faire attention à quand on saisit les temps. L'avantage d'un outil comme Grizzly, ça permet d'avoir des garde-fous versus un fichier Excel qui fait largement l'affaire. Nous, on s'arrache un peu les cheveux parfois pour vérifier les rapports de cohérence. Donc, derrière, il y a des allers-retours avec le client. On sait que c'est pas parfait, mais justement, le problème, c'est que nul n'est parfait et que si l'administration tombe sur une incohérence, elle peut remettre en question l'intégralité du fichier. D'où l'idée d'éviter de faire ça soi-même.
Ok, très bien. Et du coup, dans la continuité, Angel a une question sur la granularité, effectivement, du temps à déclarer. Est-ce que l'heure, c'est une bonne mesure? Est-ce qu'il faut le faire à la journée? C'est quoi le… En fait, il y a une question c'est pas la même qui s'affiche. J'ai l'impression qu'il y a. Ouais, j'ai pas les mêmes questions que vous, en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, bouge pas, on va le faire. Celle-là, elle est pour moi, je crois. Je comprends qu'il est donc préférable de présenter pour l'administration fiscale des sujets de problématiques de R&D transverses à plusieurs projets plutôt que des natures de projets. Ai-je la bonne compréhension sur ce point? Merci à vous. Oui, en effet, c'est mieux de parler, alors non pas nécessairement à une problématique, mais plutôt si ça peut se matérialiser comme ça par une problématique. On parlait d'opérations de R&D. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir plusieurs projets et des dénominateurs communs. Et le but, en fait, c'est de mettre en avant ces problématiques qui vont pas uniquement nécessairement être résolues pour un client, mais pour plusieurs clients au fil de l'année ou au fil des années. Et l'avantage, c'est qu'on peut montrer à l'administration qu'on prend du recul sur les projets, qu'on est capable d'analyser, d'avoir un esprit critique dessus et dire, en fait, mon projet de R&D n'est pas une voiture, mon projet de R&D n'est pas uniquement la batterie, donc la voiture électrique, éventuellement la batterie, mais plutôt la gestion de l'énergie. Et cette gestion de l'énergie, je ne vais pas l'avoir que pour une voiture, mais peut-être pour une voiture, un autre véhicule, pour la gestion de l'énergie dans le bâtiment, et je travaille sur autre chose. Et en fait, sur quelque chose de plus global. Et l'administration aime ça, et c'est ce qu'elle veut qu'on mette en avant depuis quelques années. Ensuite, il y avait cette granularité pour Angèle. Vas-y, Angèle. Alors, quelle est la granularité de projet que vous utilisez habituellement pour vos clients dans Grizzly? La granularité de projet, ça dépend. On a des clients qui font des projets et qui créent une seule tâche par projet, mais souvent, c'est des clients qui n'ont pas de cas d'usage de suivi des temps pour le CIR, parce qu'on a d'autres cas d'usage. Mais très souvent, sinon, c'est des projets avec plusieurs groupes de tâches, plusieurs tâches, et des tags en fonction des aides de financement. Voilà. Mais ça, c'est différent pour chaque, je veux dire, un peu pour chaque groupe de clients, en fait. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel ils sont, ça dépend de leur cabinet de conseil et ça dépend de leur pratique à eux. Ok. Et comment se fait le lien d'ailleurs entre l'outil Grizzly qui est piloté donc, par Grizzly et par le client et le cabinet conseil en innovation? Alors ça dépend du client. Nous, on n'est pas forcément au courant s'ils ont un cabinet de conseil. Ils font tout sur Grizzly, mais nous, on n'intervient pas. D'accord, ok. C'est le client qui transmet ces données. D'accord. C'est ça, exactement. Okay. Et c'est quel format? C'est quoi le format du coup? On donne un accès à son cabinet avec un accès Grizzly ou c'est un CSV? Comment ça fonctionne? Alors, c'est très souvent par export, un export Excel ou CSV, ouais. J'ai une autre question. Est-ce qu'un suivi des temps avec une finesse à l'heure est une bonne idée? Alors ça aussi, ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. On a donc journée, heure ou pourcentage. Ça dépend de la réticence plus ou moins des équipes. Je dirais le plus précis, le mieux, bien sûr. Après, vous pouvez très bien, comme le disait Grégory, le faire en demi-journée. Mais en effet, le plus précis, le mieux. Oui, je suis en phase aussi. Bonjour, je suis accompagné par un cabinet chez qui le turnover est important. Le consultant vient un peu avant la déclaration pour calculer mon CIR. Est-ce que je suis en risque si j'ai un contrôle? J'ai envie de vous dire oui, parce que l'idée, c'est vraiment d'anticiper alors ça va même plus loin que le risque, hein. Le but, c'est d'anticiper en fait la déclaration. Si vous faites tout au dernier moment, au moment de la consultation, le risque, c'est déjà de ne pas déclarer ce qu'il faut, de ne pas être exhaustif. Alors, vous pourriez déclarer peut-être beaucoup plus. Peut-être que sans déclarer plus, à ce moment-là, on a peut-être un manque à gagner, tout simplement parce que vous n'avez pas vérifié en amont si les organismes avec lesquels vous allez travailler, les sous-traitants, ont un agrément R&D ou innovation. Peut-être ça, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr préparer en avance, en amont, et on ne peut pas le faire de façon rétroactive. Donc ça, c'est très important. Donc, hormis la partie contrôle fiscal, il y a déjà un vrai sujet sur la partie optimisation. Quitte à dépenser 100, autant le mettre dans la bonne case. Et d'un point de vue contrôle fiscal, je vous le disais tout à l'heure, si vous avez des collaborateurs ou collaboratrices qui s'en vont, risque de… il
il risque d'y avoir des carences en fait dans la collecte des informations techniques sur la matière grise et donc potentiellement des projets qui pourraient ne pas être valorisés alors qu'il y avait vraiment des sujets, mais j'ai plus rien, plus aucun historique, donc c'est mort. Ou être catégorisé dans l'innovation au quotidien, donc potentiellement quotidien pas éligible. Voilà, donc oui, il peut y avoir un risque. Le problème du turnover en plus, c'est qu'au final, vous allez vous retrouver avec à chaque fois devoir réexpliquer à votre consultant, au nouveau consultant, ce que vous avez fait, alors que quand vous avez de la stabilité en face, l'avantage, c'est que c'est une affaire qui peut rouler et on peut mettre en place des bonnes pratiques pour s'y prendre en avance. Nous, on est associé, il n'y a pas de turnover. Voilà. Merci Grégory, c'est bon, j'ai repris le fil des questions là. J'ai une question qui nous arrive de Grenoble. Quel est le mode de facturation d'un accompagnement d'un cabinet comme Aurigali? C'est quoi le modèle d'affaires? Il y a de tout, forfait, journée, success fees, il y a de tout. Ça va dépendre vraiment de la volumétrie. Est-ce que c'est la première fois que vous déclarez ou est-ce que vous êtes tout le temps sur, je dirais, 100 000 € de crédit d'impôt? Est-ce qu'on est sur une mission de pompier? Par exemple, vous avez un contrôle fiscal, vous n'êtes pas intervenu pour le moment, il faut vous faire accompagner par un cabinet, on peut regarder. Voilà, il y a différentes façons de travailler, on est vraiment fermé à rien. Le but, c'est de discuter, de faire quelque chose de plus propre pour le client, histoire qu'on puisse créer des liens, une relation sur le long terme. D'accord, mais le tout n'est pas cumulé, on est d'accord, hein? Si, il peut y avoir forfait plus succès. Par exemple, si on sait que tous les ans, un client déclare entre je dirais, 110 et 120 000 € de crédit d'impôt. Alors, je suis plutôt précis là, plutôt entre 120 et 130, il y a quand même quelques oscillations. On peut très bien faire un forfait jusqu'à 100 ou 110. Okay. Un succès au-delà pour inciter à la performance, parce qu'en travaillant avec une société comme la nôtre, avec notre expertise, on peut mettre en place des bonnes pratiques pour faire en sorte de non pas être à 130 parce que vous dépensez plus, mais comme je disais tout à l'heure, on dépense mieux. D'accord, ouais, intéressant. Voilà. Et aussi, il faut voir qu'on essaie vraiment de miser sur les startups parce que c'est facile de travailler avec des grands groupes où la R&D est évidente et tout ce qui va bien. Les startups, souvent, c'est considéré comme pas forcément très rentable pour nos confrères. C'est aussi pour ça qu'on a créé Aurigali, c'est pour être au plus près de ce type de structure et dire que voilà, il y a des gens qui peuvent croire en vous, on peut foncer, et donc on peut miser sur l'avenir, et bien sûr on modulera notre rémunération en fonction des budgets. Ok, merci. J'ai une question alors là qui sera peut-être à vous partager. Du coup, auriez-vous une liste des activités à décompter pour le crédit impôt recherche? Par exemple, design SEO, est-ce que ça rentre dedans? Et est-ce qu'un décompte à la demi-journée est suffisant? Alors pour les activités, le design et le SEO, présenté comme ça, en effet, c'est pas du cire. En revanche, si vous me dites que parce que vous avez travaillé sur un parcours client, et là on est dans les sciences humaines et sociales, par exemple pour les SEO, potentiellement, et pas que dans l'algorithmie, vous avez travaillé sur un parcours client qui permet de mettre en place une sorte d'entonnoir, et qu'en mettant le bouton OK ici, vous avez 80% de plus de succès et de transformation du panier. Là, il peut y avoir des études, il peut y avoir quelque chose. Ça peut potentiellement être éligible à du CIR. Le design, si c'est juste travailler sur un nouveau canapé, non, c'est pas de la R&D. En revanche, est-ce que le design va induire des contraintes de bien-être au travail, par exemple pour un fauteuil, pour un siège, pour un bureau, et vous allez avoir en fait des kinés qui vont bosser dessus, des médecins. Alors, on n'est pas sur du docteur au sens de la R&D, mais en revanche, on a une vraie ergonomie thérapeutique, entre guillemets, qui permettrait de répondre à des besoins physiologiques. Et là, on peut avoir des sujets de R&D. Donc, faut pas se baser juste sur un mot. Il faut plutôt regarder ce qu'il peut y avoir derrière. Ok. Oui, un décompte à la mi-journée, oui, c'est suffisant. Comme disait Angèle, si on est à l'heure près, c'est génial. Mais l'administration ne viendra pas vous embêter parce que vous avez déclaré 300 heures au lieu de 285. Bon, côté Grizzly, il y a pas mal de questions effectivement sur l'interaction avec le collaborateur. C'est intéressant là dans les usages. Donc il y a une question, est-ce que Grizzly a un pop-up obligatoire à remplir ou est-ce que je peux passer à côté tranquillement, Angèle? Alors,
Vous pouvez passer à côté tranquillement. Donc, vous pouvez paramétrer vos alertes. Donc, vous avez des alertes à paramétrer dans vos préférences, donc par collaboratrice, par collaborateur. Comme je le disais, vous pouvez choisir de le faire une fois par jour à 17h. Vous pouvez aussi choisir de le faire une fois par semaine, donc le vendredi à 17h par exemple, ou vous pouvez choisir de ne pas le faire du tout et du coup de couper les pop-up. Donc il n'y a rien d'obligatoire. On a surtout des rôles administrateurs par exemple qui ne saisissent pas, qui sont là pour juste analyser les temps et qui n'ont pas de pop-up. Très bien. Très bien, très bien. Question, on remonte. Ça doit être pour moi, ça. Est-ce qu'on peut déclarer les dépenses versées à un freelance? Alors, c'est pour moi, ça. Ou pour vous? C'est plus sur la partie CIR, je pense. Ou alors préciser la question si c'est pas ça. Pour dépenses versées à un freelance, oui et non. Oui, mais à certaines conditions. À condition que le freelance, c'est ce qu'on appelle un agrément, parce qu'un freelance, c'est une société, hein, il passe par une société pour facturer, et donc il faut qu'il ait l'agrément innovation ou l'agrément R&D. Mon frère, par exemple, est agréé innovation. Je crois qu'il a encore son agrément. L'idée, en fait, c'est qu'à partir du moment où on a un agrément, en tant que société, on a justifié auprès de l'administration qu'on était susceptible de travailler sur des opérations d'innovation ou de R&D et qu'on est susceptible de reproduire ce type de démarche. Donc, on va présenter un ou deux beaux projets qu'on a réalisés dans l'année ou assez proche, donc l'année précédente éventuellement. Charge ensuite à vous, donneur d'ordre, de vous assurer que votre freelance est bien agréé, d'avoir un bon cahier des charges qui sent bon l'innovation, les R&D, d'avoir un intitulé de facture également qui est intéressant. Par exemple, vente de développement d'un logiciel ou licence, c'est pas des R&D. Développement à façon, développement d'un prototype. Là, ça commence à sentir bon l'innovation ou les R&D. Donc les factures, le cahier des charges, et puis démontrer que la R&D ou l'innovation sont bien personnalisées pour vous et que c'est pas quelque chose qu'on a reproduit pour tout le monde sous couvert et qu'on vous facture sous couvert de R&D. Ok. Moi j'aurais une question pour Angel là. Alors c'est pas dans les questions, mais je l'ai vu remonter dans le chat. Là, j'ai vu quelqu'un qui disait c'est super sympa d'utiliser Grizzly, les collaborateurs sont ravis, on interagit avec le bot. Il y a un côté fun derrière, j'ai l'impression, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Est-ce que tu peux nous lever un peu le voile là-dessus? Alors, un côté fun, en fait, on peut écrire, donc c'est un bot avec des alertes qui pop, on peut lui écrire, on peut lui dire par exemple tableau de bord sur Slack ou sur Teams, on met un lien qui amène vers notre tableau de bord sur le web. On peut aussi lui écrire le mot blague ou joke en anglais parce qu'on a aussi une version anglaise. Et là, on a tout un panel de blagues qu'on peut donner. Donc, si on a une mauvaise journée, qu'on n'a pas envie de saisir ses temps, voilà, on peut juste taper le mot blague et rire un bon coup avant de saisir ses temps. D'accord, donc il y a bien un côté fun effectivement. Il y a un côté fun. Ok, et dernier, alors une question pour plutôt Grégory du coup. Ouais. Je déclare le CIR tout seul depuis des années, donc effectivement il y a quand même beaucoup de gens qui déclarent le CIR tout seul. Il y a effectivement eu un contrôle en 2017 et au regard de votre présentation, j'ai l'impression que je suis pas bon sur tous les sujets. Quels sont les risques d'être contrôlé? Alors en gros, être contrôlé ne veut pas dire être redressé. Déjà, c'est important, je vous rassure. En revanche, si vous pensez que vous n'êtes pas bon sur tous les sujets, attendez pas le contrôle. Parce que le jour où vous avez un contrôle, vous avez 30 jours pour répondre et vous pouvez proroger le délai de 30 jours supplémentaires, donc ça fera 60 jours. Cependant, si votre dernier CF remonte à 2017, normalement un contrôle, c'est grosso modo tous les 3 ans. Alors, on a vu tout, on a vu des sociétés qui sont contrôlées tous les ans, d'autres qui ne sont pas contrôlées avant au moins, avec des échéances de 6-7 ans minimum. Enfin, ce que je veux dire, c'est que attendez-vous à un contrôle, soyez d'équerre et le contrôle peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, il faudrait quand même s'assurer que 2021, ce soit un minimum propre. Simplement, si vous avez un contrôle et qu'à ce moment-là, vous êtes à la course, vous faites la course au chiffre d'affaires, vous êtes sur un appel d'offres et autres, vous n'aurez pas beaucoup de bandes passantes pour travailler sur le sujet. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler de façon sereine, d'avoir tous les éléments à portée de main. Idéalement, n'hésitez pas à me contacter. On est là, je suis là pour ça aussi, un petit QR code. Non, mais plus sérieusement, ouais, il vaut mieux se mettre d'équerre si, surtout que les choses ont évolué depuis 2017. La doctrine a beaucoup évolué, les contrôles fiscaux sont un peu plus professionnalisés. Donc, il faut vraiment de la rigueur. Voilà. Très bien.
Très bien. Écoutez, je pense que on est arrivé au bout des questions. J'en rate une, du coup, la Grégory Angel, de votre Non, j'ai côté. l'impression qu'il y a une petite notif dessus, mais non, c'est bon alors. Ouais, Ouais. j'ai des notifs, mais il n'y a pas d'autres questions. On est D'accord, d'accord. ok. Écoutez, merci en tout cas à tous. Alors, si vous avez des questions complémentaires, effectivement, on reste à votre disposition au-delà de ce webinaire pour vous répondre. Comme je vous l'ai dit en préambule, on revient vers vous là, puisque vous êtes tous tagués, donc on revient vers vous individuellement, sans vous faire la retape, mais pour voir si effectivement il y a des sujets sur lesquels vous voulez aller plus loin avec Origali et Grizzly. Voilà. Et puis, pour ceux avec lesquels on aura l'occasion d'échanger, si on rentre un peu plus en profondeur, on vous partagera aussi l'engouement et l'énergie de Grizzly a mis au Web Summit. J'ai quelques photos croustillantes. Le Web Summit, c'est le sommet de Lisbonne là, sur la tech. Donc Grizzly était présent, on y était aussi. Il y a des photos assez sympas qui montrent effectivement leur énergie pour mettre en avant leurs solutions. Donc, je les partagerai à certains si ça vous dit. Voilà. En tout cas, merci à vous deux. Merci Grizzly, merci Origali, Grégory et Angel d'avoir participé. Merci tous les participants qui se sont connectés. On était un peu plus d'une vingtaine de personnes, donc c'est sympa d'être venu et d'être resté jusqu'au bout. 8000, on avait dit 8000. Merci à tous et puis on revient vers vous et à bientôt. Voilà. Merci tout le monde. Merci, À bientôt. Au revoir. à bientôt. Au revoir. Au revoir.